Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence tout de suite avec les nouvelles de ce jeudi 1er septembre 2022, on a terminé la clôture donc du mois d'août, on prépare septembre, octobre, novembre, décembre, donc on attaque la fin de l'année, généralement qui est propice à des mouvements forts. Alors, on va commencer les nouvelles avec notamment le taux d'inflation pour la zone euro qui a éclaté et qui est à 9,1%. On se rapproche des 10%, les 10% étant la notion d'hyperinflation. Alors, c'est un peu compliqué de dire 9,1 sur l'Europe, à savoir qu'on a quand même une disparité qui est juste colossale entre la France et des pays comme la Roumanie par exemple, où c'est vraiment en disproportion, et donc forcément on va avoir des énormes disparités entre les deux, et du coup un impact économique différent en fonction des pays. On a dans le collimateur l'Italie qui derrière va bientôt avoir une élection, a une grosse problématique de dette, donc je pense qu'on risque d'avoir une fin d'année notamment sur l'inflation européenne qui ne reflètera pas du tout les différents pays, mais plutôt la disparité de l'inflation au sein des pays. Et c'est ce qui pourrait entraîner un éclatement de la zone euro, en tout cas telle qu'on la connaît actuelle, avec peut-être une transformation. Ça pourrait être propice sur une mutation de ce qu'est l'Europe et ce qu'est doit être l'Europe. Ça c'est encore une autre discussion, mais c'est vrai que le fait d'avoir autant de disparités va entraîner à un moment donné une scission. C'est logique si on ne se ressemble pas. Quel est l'intérêt d'être ensemble ? Et est-ce que si nous n'avons pas les mêmes objectifs, quel est l'intérêt d'être ensemble ? C'est un petit peu la discussion, je pense, que l'on va avoir dans les prochains mois / années qui vont arriver, et ça va être les répercussions de cette crise que nous vivons actuellement. On continue dans les nouvelles avec notamment, par contre, un secteur qui connaît pas forcément la crise, c'est le mining du Bitcoin, parce que la difficulté ne fait que croître, a augmenté de 9,26%, pour atteindre justement les 30, quasiment, on va arrondir, les 30 trillions. C'est juste colossal, donc ça montre que justement, malgré la chute du Bitcoin, il y a toujours des investissements massifs, il y a toujours des nouvelles machines qui se mettent en production, donc forcément des machines certainement plus performantes ou avec des diélectriques plus performants. On n'oublie pas qu'on a une inflation énergétique, mais malgré ça, on se retrouve quand même sur une augmentation de la difficulté. Donc de plus en plus de mineurs s'activent ou rallument leur machine ou investissent pour de nouvelles machines. Donc on est vraiment dans une phase d'expansion au niveau du Bitcoin, au niveau du mining du Bitcoin, et ça c'est important pour l'ensemble du marché et notamment sur le BTC. On continue les nouvelles avec Helium, donc la blockchain Helium, qui passe entièrement sur Solana pour continuer justement la construction de leur projet. Globalement, ils expliquent que c'était pas forcément leur vocation de construire une blockchain, mais à l'époque, il n'y avait pas de blockchain capable d'absorber ce qu'ils voulaient faire. Actuellement, il en existe une, elle s'appelle Solana, et donc ils ont décidé de passer sur Solana, enfin en tout cas, ils ont ouvert un vote pour pouvoir statuer est-ce qu'ils passent sur Solana ou non. Et c'est intéressant de voir que justement on commence à avoir des blockchains qui cannibalisent d'autres, comme on a pu voir justement Polygon et Matic qui ont cannibalisé tous les projets qui étaient sur Terra suite à sa chute. On se retrouve justement sur Solana qui propose des éléments pour pouvoir construire des projets, et Helium a choisi Solana. On continue les nouvelles avec des news de financement avec deux groupes qui vont lancer en fait des fonds de financement crypto. Donc nous avons un groupe qui est dirigé par Galaxy Digital et Genesis Trading qui ont levé 500 millions de dollars pour créer du coup un groupe de financement crypto. Et ensuite on a 776 qui est un venture capital qui est dirigé principalement par le co-founder de Reddit pour 177 millions de dollars. Donc on a beaucoup de news, ça y est, la rentrée revient, on a quand même pas mal de news de financement et de levée de fonds pour faire de l'investissement en crypto, et en tout cas dans les industries de la crypto-monnaie et de la blockchain en général. À côté, justement, nous avons un projet qui est Sango, je vous en ai déjà parlé, qui est le projet de la Centrafrique, qui servait globalement le lancement de la monnaie Sango pour financer leur projet de développement autour de la crypto-monnaie. On achetait du Sango et on avait accès à des terres et à la citoyenneté
centrafricaine, et ça a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Alors ils abandonnent pas, ils disent tout simplement qu'ils vont retransformer leur projet pour que ça colle avec justement le Conseil constitutionnel. Par contre, la loi sur l'adoption du BTC comme monnaie principale n'a pas été touchée, donc n'a pas été impactée, même a été validée, donc ce qui est positif d'ordre général. On continue avec une petite rumeur qui est, limite une news, on pourrait le dire comme ça, qui est la création d'un stablecoin par Curve. Curve, gros protocole de finance décentralisée, c'est le 3e plus gros, je crois. Donc on est quand même sur quelque chose qui est solide, à voir comment ça va se passer. Après le lancement du stablecoin, enfin en tout cas la décision du lancement du stablecoin par AAV, c'est intéressant de voir que Curve s'y met aussi. En fait, globalement, tous les gros acteurs qui possèdent des grosses TVL de l'écosystème de la DeFi pourront à terme, je pense, proposer des stablecoins, ou en tout cas un moyen de paiement stabilisé et indexé de façon décentralisée. À voir comment ça va se dérouler, quelles sont les métriques pour pouvoir statuer de la résilience de ce stablecoin, enfin de ces stablecoins. Nous avons terminé pour les nouvelles. On va faire un petit rappel, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vous ai fait une vidéo de présentation du Discord. Discord très important pour la communauté, étant donné que c'est là où il y a toutes les news, toutes les infos sur la communauté, mais pas que. Il y a tous les guides, toutes les discussions autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. Même pour aller plus loin, le but de ce Discord, c'est de regrouper toutes les informations en un seul lieu, pour pas perdre de temps, pour avoir toutes les infos sur tous les coins. On a fait quelque chose qui est assez complet et on continue à l'évoluer, et c'est vraiment la raison pour laquelle on a créé ce Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets en description et en commentaire tout pour ce faire. On a terminé, on va attaquer la partie technique avec notre rappel habituel de notre hypothèse héliotiste. Vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la 4. 4 effectuant un retracement A, B, C, B avec extension, C avec extension. Et donc on se retrouve sur quelque chose d'assez classique. Sur une fin de 4 qui se trouvait une extension de 382, donc c'est-à-dire 382 de la A sur le haut de la B pour faire la C. Donc c'est une extension classique sur laquelle nous sommes en même temps sur un order block. Donc deux choses à savoir sur cette hypothèse, deux choses d'invalidation. Première, c'est une cassure ici en dessous des 14 500 qui nous invaliderait avec une 4 qui va casser au-dessus de la 1, et donc à ce moment-là on irait potentiellement chercher les 10 000 et ça invaliderait cette hypothèse. On partirait sur une hypothèse avec une fin d'héliotisme terminée ici, dans les 10 000. Et ensuite, on a une notion de temporalité, bien évidemment, parce qu'on a quelque chose qui est le halving, qui est programmé, qui est quelque chose qui arrivera en 2024. Et 2024, c'est une période d'accélération, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait terminé la 5, un retracement de la 5 en ABC, chose qui peut prendre du temps, quand on regarde un petit peu le temps que ça a mis pour descendre. Là, ça pourrait être même un A, B, C, si on le souhaite. Si on considère l'hypothèse que je vous ai présentée, l'autre hypothèse, on se retrouve sur une temporalité... excusez-moi, j'ai mal fait, on refait. Une temporalité de... Là, on est sur 294 jours, bientôt 1 an. Donc forcément, à un moment donné, il faut qu'on commence à faire l'accélération pour pouvoir faire un nouvel ATH, pour pouvoir ensuite faire un ABC structurel, d'accord? Donc c'est pour ça que là-dessus, plus on va tarder, plus cette hypothèse perd de validité. Donc ça, c'est normal. Derrière, on a deux autres hypothèses que je vous représenterai à un moment donné, donc n'hésitez pas à rester, ça sera principalement sur les vidéos hebdomadaires. Alors, on va zoomer dans cette partie-là pour voir justement où on en est. Nous avons la mise en place d'une accumulation de Wyckoff qui est en cours, en Psy SC, donc c'est une Climax Automatic Rally Secondary Test. On est sur un travail d'un cric haussier de liquidité, classique sur justement une accumulation de Wyckoff, où le but c'est de créer la liquidité au-dessus et en dessous, et pour White, normalement, une accumulation de Wyckoff, on rappelle, c'est normalement censé être un Psy de cette façon-là, un SC, AR, ST, AR, voire AR puissant, donc avec prise de liquidité du Psy, STV, AR, Spring, accélération de brique haussier, retest, départ. Le principe de ce type d'accumulation, c'est justement de créer des zones de liquidité, ces zones de liquidité que l'on va récupérer
à travers des extensions. Extension ici, extension ici. Là, nous avons à peu de choses près la même chose, sauf que ce n'est pas latéral, mais c'est dans un cric, donc un canal haussier de compression de liquidité, enfin de création de liquidité, pardon. Et donc, on se retrouve vraiment dans une schématique classique d'accumulation, que l'on retrouve avec une extension au-dessus, extension en dessous, et donc là, on est sur une schématique simple. Par contre, il est aussi probable que ce cric-là soit juste temporaire, et qu'on se retrouve dans un contrôle, enfin en tout cas dans une mise en place de liquidité qui ressemblerait plus à ce style-là, avec liquidité supérieure, liquidité inférieure, avec les liquidités laissées par les ST, donc qui se trouvent ici, et donc on se retrouverait avec un cours qui casserait en dessous des 17 000, d'accord, pour prendre la liquidité du SC, faire le STB. Est-ce que c'est obligatoire? La réponse est non. Le principe même de Wyckoff, c'est récupérer de la liquidité, peu importe dans laquelle, de quelle manière on le fait. On a des patterns qui se retrouvent, mais on a quand même normalement quelque chose qui est structurel. Donc on a eu un break haussier pour la récupération de liquidité avec la mise en place d'une distribution qui a été validée par ce break of structure ici, avec une cassure baissière. Ici nous avons une grosse distribution en BCA, RST, SO, UT, UTAD, avec derrière une cassure qui s'est effectuée avec la cassure du saut, ici le break que l'on a vu là. La question que l'on se pose, c'est est-ce qu'on va aller chercher ces deux ST là, ou est-ce qu'on va, par rapport à mon biais actuel, chercher un petit peu plus haut pour faire un short squeeze et aller récupérer la liquidité qui se trouve à 21 000. On va zoomer un petit peu sur ce qui se passe dans cette zone là, on voit quelque chose qui est très très important. Je vous ai dit qu'on était plus ou moins dans une fin, hop, on va revenir en arrière, on pourra avoir vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5 en 618, ici, qui se trouve là, avec derrière, potentiellement une fin de 618 avec un départ, du coup, d'un retracement ABC, donc à aller chercher les short squeeze. On est bien sur cette zone de 618, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une compression du momentum qui est en train d'être effectuée, et qui correspond aussi à une compression du cours. On a un cours qui est en train de se compresser. Ici, on le voit bien, et c'est des patterns que l'on retrouve régulièrement, qui sont en préparation d'un mouvement. Là, on est totalement différent du schéma qui s'est trouvé ici. Le schéma qui se trouvait là, c'était clairement la création d'un canal, d'un cric de liquidité. D'accord ? Donc là, on avait quelque chose qui était assez simple, avec une pattern où on voyait que le momentum était en train de se perdre, mais on n'avait pas de compression du momentum. Là, on a vraiment une compression du momentum, une compression ici du cours, et donc forcément une compression des liquidités. Là, c'est sûr et certain qu'on a une compression des liquidités qui sont en train d'effectuer, liquidités qui sont en train de se structurer au-dessus donc de 20 500, et en dessous de cette zone-là, donc de 19 500, où on a la création de liquidité ici, et ici pour pouvoir repartir là. Je pense qu'on va avoir une continuité de compression, où on va avoir une mise en place de cet attrait de liquidité, donc on attire la liquidité pour ensuite faire un mouvement soit haussier, soit baissier. Moi, mon deal serait de faire une accélération haussière dans un premier temps pour aller liquider les shorters qui se trouvent ici, avoir un petit pullback pour renforcer les shorters là et aller les reliquider une deuxième fois, pour aller chercher les shorters très très forts qui se trouvent au-dessus de 23 000. L'avantage de ça, c'est qu'on créerait de la liquidité basse, fortement, parce qu'on recommence à avoir un shift qui est en train de se faire, où on a ici des shorters ici, et on a, dans cette zone-là, pas mal de longues qui sont en train de se construire, mais on a encore à peu près 70% ici, 30% là. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas encore uniforme et sur lequel on a encore un gros attrait à aller chercher. Et on va le voir de toute façon tout à l'heure dans l'underflow, mais globalement, pour moi là, il faut toujours faire très attention. On a une clôture du mois qui a été faite, mais pas extraordinaire non plus. On ira le voir tout à l'heure. On a eu assez peu de volatilité en fait pour une clôture, ce qui n'est pas normal. Normalement, on est censé avoir de la volatilité pour une clôture, surtout du mois d'août. Là, c'est pas le cas. Historiquement, c'est le cas. Donc, on en discutera un petit peu tout à l'heure, notamment dans ce graphique-là. Alors, on va faire un petit tour dans l'order flow. Première chose, donc, on va aller voir le CME. CME, enfin l'Open Interest du CME. CME, c'est Chicago Mercantile Exchange, qui est spécialisé plus ou moins dans les institutionnels. Je note souvent quand on a des divergences. Là, nous avons une divergence, nous avons une cassure baissière très forte qui s'est accentuée. Alors oui, ici on a une cassure, mais là on a une accélération et une temporisation. Et ce qui est intéressant, c'est que là on a eu la continuité de la cassure. Est-ce que c'est signe qu'on va aller chercher un petit peu plus bas?
qu'on va aller chercher un petit peu plus bas, c'est-à-dire qu'on va aller chercher cet equal low qui se trouve là, pour aller casser potentiellement celui-là, voire même celui-là ou le retester. Donc c'est-à-dire aller chercher les 18 600, ou justement c'est un fake out, et c'est juste une continuité de cette baisse-là qui fait. Mais généralement quand j'ai une divergence, ça m'alerte, ça me permet de reconsidérer mes biais si jamais j'en ai, ce qui est le cas actuellement, donc là je réfléchis. Enfin, je me dis que ça peut être une mise en place. Personnellement, je pense que je vais patienter avant de faire quoi que ce soit, parce que on est en train de voir que l'order flow, donc là j'ai dézoomé un petit peu, j'ai surtout contracté ça pour bien avoir de la visibilité, mais on voit que l'order flow, on a vraiment cette notion de prise de profit très forte. On voit l'open interest qui est en train de diminuer, on voit les longs qui augmentent, mais en fait c'est surtout les shorts qui diminuent, donc ça veut dire qu'on a vraiment une prise de profit des shorts qui pourraient coïncider avec un redépart à la hausse. Hein. On voit bien que on a les comptes classiques qui sont en train légèrement de repartir, mais c'est vraiment pas énorme. Hein. Et par contre, on voit bien qu'on a une grosse prise de profit qui est en train d'être effectuée. On est quand même très très loin de la mise en place des dépassements des 55%, comme on avait pu avoir dans cette grosse accélération qui avait donné justement ce top de cric. Là, on en est quand même très très loin, mais on commence à avoir une schématique, ce qui renforce mon biais ici haussier, et là, on renforce mon biais baissier. Donc, bon, là, on est vraiment entre deux. Personnellement, quand on a une forme de compression comme ça, il faudra jouer le breakout de la compression et ne pas jouer, justement, anticiper cette compression, voire même ne pas jouer le breakout totalement. On n'oublie pas qu'on est dans un marché qui est très compliqué, qui est notamment à court de liquidité, donc on se retrouve avec des mouvements qui peuvent être très erratiques, comme on a pu l'avoir ici. D'accord ? On n'oublie pas, on a eu des mouvements très très erratiques. Accélération, dump tout de suite après. Pareil, ici, on a des grosses accélérations, des gros dumps qui sont effectués fort. On a une solution qui est un petit peu erratique avec, en fait, globalement, un manque de liquidité, un manque d'ordre certain au niveau du DOM, même si on a un DOM en achat qui est beaucoup plus dense que le DOM en vente, néanmoins, ça reste quand même très très peu dense par rapport à ce qu'on a pu connaître et au mouvement face. Donc ça veut dire que on peut manipuler le marché très facilement, et il faut faire très très attention, notamment quand on a un order flow qui est toujours en forme d'indécision, quand on a une compression de liquidité, bon, c'est pas forcément les bons moments sur lesquels on peut se positionner. Surtout même si on fait admettons du shortisme, là sur un break, on n'a pas fait le pullback, là on ne va pas rentrer en short, clairement, parce que là on est dans une zone sur laquelle on peut avoir ce qu'on peut considérer comme une zone d'achat pour repartir à la hausse. On n'a pas eu de pullback, donc on peut pas rentrer en short avec une mise en place d'un SL dans les 22 000, à savoir qu'on a déjà des gros pools de liquidité, donc même si on fait du shortisme, c'est compliqué. Quelqu'un qui fait plus de la liquidité des structures, là-dessus ne rentrera pas, attendra tout simplement la résolution de la cause pour pouvoir statuer est-ce qu'on a un break of structure ou pas. En termes de break of structure, on n'a toujours pas fait de break of structure majeur. Pour moi, le break of structure majeur, c'est ces deux lots qui sont ici, qui sont protégés. J'ai tendance à considérer que celui-là non, celui-là oui, et même on pourrait me dire que tout ça est un seul et unique mouvement, et que le SC ici, bon, le lot là, oui, ça peut être valable, mais pour l'instant, les deux lots qui sont protégés, ils sont ici, donc tant qu'on ne va pas casser ça, je me dis pas qu'on va aller chercher le SC. Alors, on a fait donc cette clôture mensuelle. Donc là, je vous présente le BTC All Time Index avec un mensuel sur lequel nous avons la Tenkan et la Kinjun qui se sont cross. Gros signal de vente historiquement. Historiquement, on va faire un petit peu de fractalité. Nous avons ici une cassure. Qu'est-ce qui se passe ? On dump derrière, donc cassure. Je prends le mois suivant, je prends l'ouverture, je vais aller chercher le bas de la mèche. On est à 58%. Pareil ici, je fais exactement la même schématique, cross effectué, je prends la bougie, l'ouverture de la bougie suivante, on va prendre le plus bas en suivant, 57%, et si on fait un petit peu la même chose que ça, nous avons l'ouverture, le cross, 58%, on arriverait dans les 8000$, mais on voit qu'on est au niveau du coût, en termes d'Ishimoku, là on a facilement le point d'entrée, qui est en train de se structurer, la target qui se fait ici, on a la notion de fractalité qui nous confirme que potentiellement ça peut arriver,
Alors là-dessus, ça sert à rien de trop s'inquiéter, parce que quand on regarde, ok, on a une cassure, entre les deux, généralement, on a quelque chose comme 500 ou 600 jours entre le moment où on repasse au-dessus, c'est-à-dire où on a un nouveau cross haussier, donc là on est à 500 jours, mais si on regarde réellement 500 jours, on a ici l'ouverture, mais on repasse au-dessus très vite, hein, en fait, hein, je veux dire, la cassure baissière est quand même assez faible, donc même dans tous les cas, on serait dans une schématique, ici, admettons, donc qui serait un biais très baissier, une schématique baissière qui se structure ici, et un redépart de ce style-là, d'accord, voire même une petite cassure au-dessus avant de repartir, et quelque chose qui ferait hop, tac, et pareil, là on aurait quelque chose qui est assez droit, donc on aurait le dump et un redépart pour 2023, et donc préparer 2024 avec le halving. Alors ça, c'est la schématique habituelle. Schématique habituelle, donc du cycle des 4 ans du Bitcoin, sur lequel on peut dire que c'est comme ça. Quid de l'Ethereum et du merge. Quel est l'impact du merge par rapport à ça? C'est quelque chose qui est totalement nouveau, quelque chose qui n'a jamais eu lieu, qui n'a pas de précédent. Quel va être son impact sur justement ce cycle? Est-ce qu'on va break le cycle des 4 ans pour rentrer dans un super cycle, chose qui est, on va dire, prédominant en termes au niveau des maximalistes Ethereum, ou est-ce que bon, ça va avoir un impact proche nul, qui est plus l'état d'esprit des Bitcoin maximalistes. Donc c'est un petit peu l'entre-deux, je pense qu'on aura la réponse très vite, hein, on n'oublie pas, c'est mi-septembre, The Merge, très très important sur Ethereum et tous les EVM classiques, et on voit que déjà que ça a un impact quand même colossal, notamment sur le marché total de la crypto, où on a, comme je vous l'ai présenté hier, on voit bien que on a un marché qui est beaucoup plus résilient que le BTC, et le BTC a une dominance, enfin en tout cas une corrélation par rapport au marché qui est quand même bien moindre qu'historiquement, donc on se retrouve sur quelque chose qui peut changer la donne, donc c'est pour ça que je vous le présente ici, mais pour moi on va attendre la clôture du mois de septembre, voire même d'octobre, donc là, cette fin d'année 2022, voir comment va se passer 2023, dans tous les cas ça ne sert à rien de se presser, et même dans tous les cas, si on a une continuité baissière, il faut l'anticiper, je vous l'ai dit déjà depuis un certain temps, puis on a des targets à 10 000. À côté, en mensuel, nous avons quand même une grosse divergence qui se positionne ici. Divergence bullish, mais ça on n'en doute pas que le BTC va rebondir. La question de où se trouve le bottom importe peu en fait quand on regarde dans 5 ans. Voilà, c'est un petit peu l'idée qu'il faut avoir quand on investit en crypto-monnaie, surtout en BTC. Alors, on va faire un petit tour sur le Nasdaq. Nasdaq qui est toujours en phase de travail dans la box que j'ai donnée. Donc dans cette zone en dessous de 12 300, on est en train de se rapprocher des 12 000. Je pense qu'on aura potentiellement une mèche qui ira chercher de la liquidité ici de ce point-là, donc aller chercher l'order block qui se trouve là. Ça me paraît tout à fait logique. Là, on a quand même une grosse zone de rebond. Grosse zone de rebond. Il faudrait qu'on ait une réaction haussière pour repartir à la hausse. Néanmoins, on voit qu'on a un impact quand même qui est minime sur les crypto-monnaies à l'heure actuelle. Donc, même si on a une chute, on voit qu'on a une forme de résilience qui est en train de se mettre en place. On voit qu'on a le 618 là, donc on a quand même un gros appel de prix hein, sur ces 12 000, sur lequel on va avoir normalement au moins une réaction haussière. Est-ce que ça va être suffisant pour refaire un break of structure mineur pour repartir à la hausse? C'est-à-dire que là, on a ici un top qui s'est fait, un high qui s'est fait, donc il faudra au moins qu'il y ait un des deux pour se dire que potentiellement on est en train de retracer et repartir à la hausse. Bon, ça, on verra une fois qu'on aura le rebond effectif et surtout la volumétrie qui se trouvera dans ce rebond. On a terminé la clôture mensuelle qui est malheureusement, comme je vous l'ai dit, assez peu de volume, hein, clairement. On voit que on est sur quelque chose qui manque de volume. On n'a pas bougé derrière et donc on commence avec une continuité de ce mois de septembre. Alors historiquement, les mois de septembre les mois d'août sont plutôt positifs, les mois de septembre moins. Là, est-ce qu'on va repartir dans l'inverse? Je pense qu'on va avoir potentiellement un mois de septembre qui va être négatif sur une entrée et qui peut se corriger à la fin sur une clôture qui peut repasser même en positif, voire très positif si jamais on n'a pas fait justement trop d'incartades et qu'on a un retracement qui est plus dans les 786 et qui ne va pas nous faire un break of structure baissier, bien évidemment. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain,
le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.